Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la santé mentale sans tabou. Et si vous revenez, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de monde, la dépression. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 280 millions de personnes souffrent de dépression dans le monde. En France, on estime qu'une personne sur 5 traversera un épisode dépressif au cours de sa vie. Pourtant, malgré ces chiffres, la dépression reste encore mal comprise. On la confond souvent avec la tristesse passagère, on la minimise, on la stigmatise. Aujourd'hui, je veux vous aider à comprendre ce qu'est vraiment la dépression, comment elle se manifeste, pourquoi elle survient et surtout, comment on peut s'en sortir. Alors installez-vous confortablement, on va prendre le temps d'explorer ensemble ce trouble complexe mais traitable. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que la dépression exactement ? Parce que le mot dépression est utilisé à toutes les sauces dans le langage courant. La dépression, médicalement appelée épisode dépressif majeur ou trouble dépressif majeur, c'est bien plus qu'un simple coup de blues ou une période difficile. C'est un trouble mental caractérisé par un ensemble de symptômes qui persistent dans le temps et qui affectent significativement la vie quotidienne. Pour qu'on puisse parler de dépression au sens médical, il faut que les symptômes durent au moins 2 semaines consécutives, tous les jours ou presque, et qu'ils représentent un changement par rapport au fonctionnement antérieur de la personne. Le cœur de la dépression, ce sont 2 symptômes principaux qu'on appelle les symptômes cardinaux. Premier symptôme, l'humeur dépressive. Ce n'est pas juste être triste de temps en temps, c'est un état de tristesse profonde, persistante, qui peut aller jusqu'au désespoir. La personne se sent vide, sans espoir, parfois même au-delà de la tristesse, comme anesthésiée émotionnellement. Le deuxième symptôme cardinal, c'est l'anédonie. C'est un mot compliqué pour dire quelque chose de très concret. La perte de plaisir et d'intérêt pour les activités qu'on aimait avant. Imaginez que tout ce qui vous procurait de la joie, votre hobby préféré, passer du temps avec vos proches, regarder votre série favorite, tout ça devient fade, sans saveur. C'est comme si le système de récompense du cerveau était en panne. Mais la dépression ne s'arrête pas là. Elle s'accompagne d'autres symptômes qui touchent différents aspects de la vie. Il y a les symptômes cognitifs, difficultés de concentration, troubles de la mémoire, indécision, pensées négatives récurrentes. Le cerveau fonctionne au ralenti, comme dans un brouillard constant. Il y a aussi les symptômes physiques, et c'est important de le souligner parce qu'on les oublie souvent. Fatigue intense, troubles du sommeil, soit on dort trop, soit on ne dort pas assez. Changement d'appétit, douleur sans cause apparente, sensation de lourdeur, ralentissement des mouvements. Et puis il y a les symptômes comportementaux, isolement social, négligence de soi, diminution des activités, parfois agitation ou au contraire ralentissement extrême. Ce qui est crucial à comprendre, c'est que tous ces symptômes sont liés. La dépression affecte le cerveau dans son ensemble et le cerveau contrôle tout, nos émotions, nos pensées, notre corps, nos comportements. C'est pour ça que la dépression n'est pas juste psychologique, elle a des manifestations très concrètes et très réelles. Les différents visages de la dépression. Maintenant, il faut savoir que la dépression n'est pas toujours la même. Il existe plusieurs types de dépression et c'est important de les distinguer parce qu'ils ne se traitent pas forcément de la même manière. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'épisode dépressif majeur isolé. C'est quand une personne traverse un épisode dépressif pour la première fois de sa vie, sans antécédent particulier. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge, souvent déclenché par un événement de vie difficile ou parfois sans raison apparente. Ensuite, il y a le trouble dépressif récurrent. C'est quand la personne a déjà vécu plusieurs épisodes dépressifs dans sa vie, avec des périodes de rémission entre les épisodes. C'est assez fréquent malheureusement. Environ 50% des personnes qui ont vécu un épisode dépressif en vivront un autre. Il y a aussi la dysthymie, qu'on appelle maintenant trouble dépressif persistant. C'est une forme de dépression plus légère, mais chronique. Les symptômes sont moins intenses que dans la dépression majeure, mais ils durent beaucoup plus longtemps,
au moins 2 ans. C'est comme vivre constamment sous un nuage gris, sans les orages violents de la dépression majeure, mais sans jamais voir vraiment le soleil non plus. La dépression saisonnière, c'est un type particulier qui revient chaque année à la même période, généralement en automne et en hiver. Elle est liée au manque de lumière et touche plus souvent les personnes vivant dans des régions où les hivers sont longs et peu ensoleillés. Il y a aussi la dépression postpartum qui survient après l'accouchement. Attention, il ne faut pas confondre avec le baby blues, qui est très fréquent et passager. La dépression postpartum est plus grave et peut survenir jusqu'à 1 an après l'accouchement. Chez les personnes âgées, la dépression peut prendre des formes particulières. Elle peut se manifester par des troubles cognitifs qui ressemblent à une démence ou par des plaintes somatiques multiples. C'est souvent sous-diagnostiqué parce qu'on a tendance à penser que c'est normal d'être triste en vieillissant. Chez les enfants et les adolescents aussi, la dépression peut avoir des manifestations différentes. Chez l'enfant, elle peut se manifester par de l'irritabilité, des troubles du comportement, des difficultés scolaires. Chez l'adolescent, on peut voir de la colère, des prises de risques, des troubles du comportement alimentaire. Il y a aussi ce qu'on appelle les dépressions atypiques, où certains symptômes sont différents de la dépression classique. Par exemple, la personne peut encore ressentir du plaisir par moment, ou avoir une humeur qui réagit aux événements positifs. Et puis il y a la dépression avec symptômes psychotiques, qui est la forme la plus sévère. Là, la personne peut avoir des hallucinations ou des idées délirantes, généralement en rapport avec des thèmes de culpabilité, de ruine ou de maladie. Ce qui est important à retenir, c'est que malgré cette diversité, le cœur de la dépression reste le même, une souffrance réelle, une altération du fonctionnement et surtout quelque chose qui se soigne. Pourquoi devient-on dépressif ? Alors pourquoi certaines personnes développent-elles une dépression et d'autres pas ? C'est une question complexe et la réponse tient en 3 mots. C'est multifactoriel. Il n'y a pas une cause unique à la dépression, mais plutôt un ensemble de facteurs qui interagissent entre eux. On peut les regrouper en 3 grandes catégories. Les facteurs biologiques, les facteurs psychologiques et les facteurs environnementaux. Commençons par les facteurs biologiques. Il y a d'abord la génétique. Si vous avez des parents ou des proches qui ont souffert de dépression, vous avez statistiquement plus de risques d'en développer une. Ce n'est pas du déterminisme. Avoir des gènes de prédisposition ne veut pas dire qu'on sera forcément dépressif, mais c'est un facteur de risque. Ensuite, il y a les neurotransmetteurs. Ce sont les messagers chimiques du cerveau. Dans la dépression, on observe souvent des déséquilibres dans certains neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine ou la noradrénaline. Ces substances chimiques régulent notre humeur, notre motivation, notre sommeil, notre appétit. Quand leur équilibre est perturbé, ça peut contribuer à la dépression. Les hormones jouent aussi un rôle important. Les fluctuations hormonales, pendant la grossesse, la ménopause ou liées à des troubles thyroïdiens, peuvent déclencher ou aggraver une dépression. C'est pour ça que certaines personnes sont plus vulnérables à certains moments de leur vie. Il y a aussi des facteurs neurobiologiques plus complexes. Le stress chronique, par exemple, peut modifier la structure même du cerveau. Il peut réduire le volume de certaines zones, comme l'hippocampe, qui joue un rôle dans la régulation de l'humeur et de la mémoire. Maintenant, les facteurs psychologiques. Notre façon de penser, nos schémas cognitifs influencent énormément notre risque de dépression. Certaines personnes ont tendance à voir les choses de manière plus négative, à se blâmer pour tout ce qui va mal, à avoir des pensées catastrophiques. Ces patterns de pensée peuvent alimenter et maintenir la dépression. La personnalité joue aussi un rôle. Les personnes perfectionnistes, très autocritiques ou qui ont une faible estime de soi sont plus à risque. Celles qui ont vécu des traumatismes dans l'enfance, négligence, maltraitance, deuil précoce, ont aussi plus de vulnérabilité. Et puis, il y a les facteurs environnementaux, tous les éléments extérieurs qui peuvent déclencher ou favoriser la dépression. Les événements de vie stressants sont un facteur majeur. Deuil, séparation, perte d'emploi, problèmes financiers, maladies. Mais attention, ce ne sont pas forcément les gros événements qui sont les plus problématiques. Parfois, c'est l'accumulation de petits stress quotidiens qui peut faire basculer.
L'isolement social est un facteur de risque énorme. Les humains sont des êtres sociaux et la solitude prolongée peut vraiment affecter notre santé mentale. C'est d'ailleurs un des problèmes qu'on a vu s'aggraver avec la pandémie de Covid-19. Les conditions de vie jouent aussi. Précarité, chômage, logement insalubre, discrimination. La dépression n'est pas qu'une affaire individuelle, elle a aussi des dimensions sociales et sociétales. Certaines maladies physiques peuvent aussi déclencher une dépression. Les maladies chroniques, douloureuses ou qui affectent la qualité de vie. Certains médicaments peuvent aussi avoir des effets dépressogènes. Et puis il y a les facteurs liés au mode de vie. Manque d'exercice, alimentation déséquilibrée, manque de sommeil, consommation excessive d'alcool ou de drogue. Tout ça peut contribuer à la dépression. Ce qui est important à comprendre, c'est que tous ces facteurs interagissent. Une personne peut avoir une prédisposition génétique, mais ne jamais développer de dépression si elle n'est pas exposée à des facteurs déclenchants. À l'inverse, quelqu'un sans antécédent familial peut développer une dépression suite à un traumatisme important. C'est ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial de la dépression. Et c'est pour ça que le traitement doit souvent être multidimensionnel aussi. Comment reconnaître une vraie dépression ? Maintenant, comment faire la différence entre une période difficile normale et une vraie dépression ? C'est une question cruciale parce que souvent, les gens hésitent à consulter en se disant « c'est normal, ça va passer » ou au contraire « je dramatise ». Il y a plusieurs critères à prendre en compte. D'abord, la durée. Une tristesse qui dure quelques jours après une déception ou un événement difficile, c'est normal. Mais si ça persiste plus de 2 semaines, tous les jours, il faut s'interroger. Ensuite, l'intensité. Dans une dépression, les symptômes sont intenses et envahissants. Ce n'est pas juste être un peu triste ou fatigué, c'est une souffrance qui occupe tout l'espace mental. Il y a aussi le retentissement sur la vie quotidienne. Une vraie dépression empêche de fonctionner normalement. La personne a du mal à faire son travail, à maintenir ses relations, à s'occuper d'elle-même. Elle peut avoir des difficultés à faire des choses basiques comme se laver, faire les courses ou même sortir de son lit. Un autre critère important, c'est l'absence de cause proportionnelle. Bien sûr, la dépression peut être déclenchée par un événement difficile, mais souvent, l'intensité et la durée de la souffrance sont disproportionnées par rapport à l'événement. Ou alors, la dépression survient sans raison apparente, ce qui peut être encore plus déstabilisant. Regardons maintenant les signes d'alerte plus spécifiques. Au niveau de l'humeur, c'est une tristesse profonde, persistante, parfois accompagnée d'une sensation de vide, de désespoir. La personne peut pleurer sans raison apparente ou au contraire se sentir incapable de pleurer. Au niveau des pensées, il y a souvent un flot de pensées négatives. Je ne vaux rien, c'est de ma faute, ça ne s'arrangera jamais. Ces pensées deviennent obsédantes et difficiles à chasser. Il peut y avoir des idées de mort ou de suicide, et là, c'est vraiment un signal d'alarme majeur. Physiquement, les signes peuvent être très variés. Fatigue intense, qui ne passe pas avec le repos, troubles du sommeil, soit insomnie, soit hypersomnie, changement d'appétit dans un sens ou dans l'autre, perte ou prise de poids significative, douleur sans cause médicale identifiée, troubles digestifs, maux de tête. Au niveau comportemental, on observe souvent un ralentissement général. La personne parle moins, bouge moins, réagit moins. Elle peut délaisser ses activités habituelles, s'isoler socialement, négliger son hygiène personnelle. Parfois, c'est l'inverse. Agitation, irritabilité, incapacité à rester en place. Cognitivement, il y a des troubles de la concentration, des difficultés à prendre des décisions, des troubles de la mémoire. La personne a l'impression d'avoir la tête dans le brouillard, de ne plus arriver à réfléchir clairement. Il y a aussi des signes plus subtils qu'il faut savoir reconnaître. Chez certaines personnes, la dépression peut se manifester par de l'irritabilité plutôt que de la tristesse, surtout chez les hommes et les adolescents. Chez d'autres, c'est une anédonie pure. Plus rien ne fait plaisir, tout devient fade et sans intérêt. Parfois, la dépression peut se masquer derrière des symptômes physiques. La personne consulte pour des douleurs, de la fatigue, des troubles digestifs,
sans que les médecins trouvent de cause organique. C'est ce qu'on appelle la dépression masquée. Il faut aussi savoir que la dépression peut évoluer par cycle. Il peut y avoir des moments où ça va un peu mieux, puis des rechutes. Ça ne veut pas dire que c'était dans la tête ou que la personne exagérait, c'est juste que la dépression a son propre rythme. Un point important, si vous reconnaissez ces signes chez vous ou chez un proche, ce n'est pas de la faiblesse de consulter, c'est de la lucidité. La dépression est une maladie, et comme toute maladie, elle nécessite des soins appropriés. Vivre avec la dépression au quotidien. Maintenant, parlons de ce que c'est vraiment, vivre avec une dépression au quotidien. Parce que de l'extérieur, on ne se rend pas toujours compte de l'impact concret sur la vie de tous les jours. Le matin, c'est souvent le moment le plus difficile. Se réveiller peut être un défi en soi. Il y a cette sensation de lourdeur, comme si on avait dormi sous une chape de plomb. Se lever du lit peut sembler insurmontable. Certains témoignages parlent de murs invisibles qui empêchent de bouger. Les gestes du quotidien deviennent des montagnes. Prendre une douche, se brosser les dents, s'habiller, tout demande un effort colossal. C'est comme si chaque action nécessitait de gravir une montagne. Et puis, il y a cette culpabilité de ne pas y arriver, qui vient s'ajouter à la difficulté. Au travail ou dans les études, c'est la concentration qui pose problème. Lire un email peut prendre des heures. Prendre une décision simple devient compliqué. Il y a cette impression d'être à côté de ses pompes, de ne pas être vraiment présent. Beaucoup de personnes dépressives font des efforts surhumains pour donner le change, pour que personne ne s'aperçoive de rien. Les relations sociales deviennent complexes. Il y a cette envie de s'isoler, de ne voir personne, parce que c'est épuisant de faire semblant d'aller bien. Mais en même temps, il y a cette solitude qui pèse, ce besoin de contact humain. C'est un paradoxe difficile à vivre. Sortir de chez soi peut devenir un défi, pas par agoraphobie, mais par manque d'énergie, par absence de motivation. À quoi bon? C'est une phrase qui revient souvent. Tout semble inutile, vide de sens. Il y a aussi cette hyper-émotivité paradoxale. Parfois, on ne ressent plus rien, comme si les émotions étaient anesthésiées. Et parfois, on pleure pour un rien. On est submergé par des vagues d'émotions intenses et incontrôlables. Le sommeil devient un refuge, mais un refuge qui ne repose pas. On peut dormir des heures et se réveiller plus fatigué qu'avant. Ou alors, c'est l'inverse. Impossible de fermer l'œil, le cerveau qui tourne en boucle avec des pensées négatives. L'alimentation aussi est affectée. Soit on n'a plus faim du tout, soit on mange de manière compulsive pour combler un vide. Le goût des aliments peut disparaître, tout devient fade. Il a cette sensation de ralentissement général. Les mouvements sont plus lents, la parole aussi. C'est comme si le cerveau fonctionnait au ralenti, et en même temps, il y a souvent une agitation intérieure, une anxiété qui ronge. Les pensées négatives sont omniprésentes. C'est un dialogue interne toxique qui ne s'arrête jamais. Tu es nul, tu n'y arriveras jamais. Personne ne t'aime vraiment. Ces pensées deviennent obsédantes et difficiles à contrer. Il y a aussi cette perte d'espoir, cette impression que ça ne s'arrangera jamais. C'est peut-être le plus difficile à vivre, cette incapacité à se projeter dans l'avenir, à imaginer que ça puisse aller mieux un jour. Mais il faut aussi parler des stratégies que développent les personnes dépressives pour survivre au quotidien. Beaucoup apprennent à fonctionner en mode automatique, à faire ce qui est absolument nécessaire sans réfléchir. D'autres se créent des rituels, des petites routines qui donnent un cadre à leur journée. Il y a aussi cette force incroyable que développent certaines personnes. Continuer à vivre, à travailler, à s'occuper de sa famille avec une dépression, c'est un acte de courage énorme. C'est important de le reconnaître et de le valoriser. Certains trouvent du réconfort dans des activités simples. Écouter de la musique, regarder des films, caresser un animal. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais des petites bouées d'oxygène dans la tempête. Il y a aussi l'importance du soutien social. Même si la personne dépressive a tendance à s'isoler, avoir des proches qui comprennent, qui ne jugent pas, qui sont juste présents, ça peut faire une différence énorme. Comment s'en sortir ?
Alors comment s'en sortir? C'est la question que se posent toutes les personnes qui vivent avec une dépression, et leurs proches aussi. La bonne nouvelle, c'est que la dépression se soigne. Vraiment. Avec les bons traitements et le bon accompagnement, on peut s'en sortir. Le premier pas, c'est souvent le plus difficile. Reconnaître qu'on a besoin d'aide et consulter. Beaucoup de personnes hésitent par peur du jugement, par honte ou parce qu'elles minimisent leur souffrance. Mais consulter, c'est faire preuve de courage et de lucidité. Qui consulter? Vous pouvez commencer par votre médecin généraliste. Il peut faire un premier bilan, écarter d'éventuelles causes médicales et vous orienter vers un spécialiste si nécessaire. Les psychiatres sont des médecins spécialisés en santé mentale. Ils peuvent prescrire des médicaments si besoin. Les psychologues proposent des thérapies, des techniques pour mieux gérer les symptômes. Les traitements de la dépression sont généralement multiples. Il y a les médicaments antidépresseurs qui agissent sur les neurotransmetteurs du cerveau. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas des camisoles chimiques ou des drogues. Ils aident à rétablir l'équilibre chimique du cerveau, un peu comme l'insuline aide les diabétiques. Tous les antidépresseurs ne se valent pas et il faut parfois essayer plusieurs médicaments avant de trouver celui qui convient. Ils mettent aussi du temps à agir, généralement plusieurs semaines. C'est important de le savoir pour ne pas se décourager. Les psychothérapies sont souvent très efficaces, parfois même plus que les médicaments sur le long terme. La thérapie cognitivo-comportementale aide à identifier et modifier les pensées négatives et les comportements problématiques. La thérapie interpersonnelle se concentre sur les relations et les problèmes de communication. Il y a aussi des approches plus récentes, comme la pleine conscience, qui aident à prendre du recul par rapport aux pensées négatives, ou la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui aide à vivre avec ces émotions difficiles. Au-delà des traitements officiels, il y a aussi tout ce qu'on peut faire au quotidien pour aller mieux. L'exercice physique, par exemple, c'est un antidépresseur naturel. Pas besoin de faire du sport intensif, même une marche de 30 minutes par jour peut avoir des effets bénéfiques. L'alimentation joue aussi un rôle. Certains aliments peuvent influencer l'humeur et avoir une alimentation équilibrée aide le cerveau à mieux fonctionner. Le sommeil est crucial aussi. Essayez d'avoir des horaires réguliers, éviter les écrans avant de dormir, créer un environnement propice au repos. La lumière naturelle est importante, surtout pour les dépressions saisonnières. Sortir dehors, même par temps gris, s'exposer à la lumière du jour, ça aide à réguler les rythmes biologiques. Il y a aussi l'importance de se fixer des objectifs réalistes, pas des grands projets, mais des petites choses concrètes et réalisables. Se lever à une heure donnée, faire une activité par jour, appeler un ami, ces petites victoires peuvent redonner confiance. L'entourage joue un rôle crucial. Si vous avez des proches qui vivent avec une dépression, soyez patient, bienveillant, sans jugement. Écoutez sans chercher à donner des solutions à tout prix. Parfois, juste être là suffit. Il faut aussi savoir que la guérison n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas, des moments de rechute. Ça ne veut pas dire que le traitement ne fonctionne pas, c'est juste que le processus prend du temps. La prévention des rechutes est importante aussi. Apprendre à reconnaître ces signaux d'alerte, maintenir ses habitudes de vie saines, continuer le suivi médical, même quand ça va mieux. Et puis, il faut casser cette idée que demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse. C'est tout l'inverse. Reconnaître sa souffrance, chercher des solutions, s'engager dans un processus de soins, c'est faire preuve d'un courage énorme. On arrive à la fin de cette exploration de la dépression. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre ce trouble complexe et surtout à réaliser que ce n'est pas une fatalité. La dépression, c'est une maladie, une vraie maladie, avec des causes biologiques, psychologiques et sociales. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de volonté. C'est un dysfonctionnement du cerveau qui peut toucher n'importe qui. Mais c'est aussi une maladie qui se soigne. Avec les bons traitements, le bon accompagnement et du temps, on peut s'en sortir. Des millions de personnes l'ont fait avant vous et vous pouvez le faire aussi. Si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai décrit aujourd'hui, n'hésitez pas à consulter. Votre médecin généraliste peut être un bon premier contact. Il y a aussi des lignes d'écoute si vous avez besoin de parler.
SOS Amitié au 09 72 39 40 50 ou la ligne nationale de prévention du suicide au 31 14. Si vous avez des proches qui souffrent de dépression, soyez patient et bienveillant. Votre soutien peut faire une différence énorme. Dans les prochaines vidéos, on va continuer à explorer d'autres troubles mentaux, mais aussi parler de solutions concrètes, de techniques de gestion du stress, d'accompagnement des proches. Et comme toujours, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, ça m'aide vraiment à choisir les sujets à aborder. Prenez soin de vous et rappelez-vous, il n'y a pas de honte à ne pas aller bien et il n'y a pas de honte à demander de l'aide. À bientôt pour la prochaine vidéo.